Bienvenue dans Politis. Le Français est toujours engardé. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord qui prétend mettre fin à la guerre d'agression. Longue de plus de 30 ans, le gouvernement parle d'une avancée historique, mais pour le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege, il s'agit d'une légitimation de l'occupation. Pour comprendre cette opposition frontale, nous recevons ce soir M. Marius Mubalama. Il est analyste politique et proche du prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, qui fait déjà son emploi sur ce plateau. Merci. M. Marius. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Prenez place s'il vous plaît. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, première question, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Première fois de passer dans Politis, vos impressions? Oui, première fois de passer dans Politis, les sentiments sont positifs. D'autant plus que ce que je vois ici, je n'ai pas l'habitude de le voir ailleurs où nous passons. Je vois, c'est le professionnalisme qui tape d'abord mon intention. Je félicite en tout cas l'équipe technique, la direction de Bravo Télévision et vous-même, le concept de Politis. Et je trouve ça merveilleux. Je suis vraiment heureux et j'espère que c'est ce professionnalisme-là qui va guider notre passage sur Bravo Télévision. Merci beaucoup. Avant de choses, vous allez regarder notre caméra qui est juste en face de vous. Vous me dites si vous êtes prêt à politiser cette question. Politiser, je ne sais pas trop, mais je suis là pour répondre à vos préoccupations. Enfin, n'est-ce pas, d'éclairer nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre récemment par rapport à notre prise de position. Parce qu'il faut le savoir, que le docteur Denis Mukwege, qui est mon leader, s'est exprimé, n'est-ce pas, après qu'il y ait signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Voilà, tout justement, on entre dans le vif du sujet. Vous êtes proche du docteur Mukwege après la signature de l'accord avec le Rwanda. Quelle a été sa lecture de fait? Quelle a été sa réaction? Oui, merci beaucoup pour la question. Mais avant de répondre à cette question-là, quand même, permettez-moi à faire un appel. Allez-y. Si vous le permettez. Je fais cet appel au chef de l'État s'il faut de l'article sujet bonne-moi, c'est en tout cas de la Constitution. Il dit que le chef de l'État, sur lequel le chef de l'État a prêté serment pour sécuriser la population et leurs biens. Je voudrais ici informer au chef de l'État que la population du territoire de Walungu, précisément dans le groupement de Kaniola, Kaniola, Burale et Kankinda, ces populations ont été le samedi victimes d'un affrontement entre le groupe Wazalendo et le groupe de AFC M23. C'est le vendredi qu'on a signé l'accord de paix, mais le samedi, il y a eu cet affrontement qui a occasionné des pertes en vie humaine dans le camp de la population. C'est pour dire que la population vit dans une insécurité sans précédent. À Tchagala, c'est un village du groupement de Kaniola, il y a eu plus ou moins 13 morts. À Kaniola Centre, il y a eu 8 morts. Ça, c'est un massacre d'une population civile qui ne connaît pas le mobile du conflit qui est en cours. Et je me demande pourquoi la population doit-il continuer, n'est-ce pas, à vivre ces actes de guerre? Pourquoi la population ne bénéficie pas de la justice pour que tous ceux qui sont acteurs de ces crimes-là soient poursuivis, soient punis et que la population, et que les affres de ces guerres soient réparées. Je vais rappeler ici que c'est depuis l'an 2000, que ces contrées de notre pays, le groupement de Kaniola, a été victime de massacres, des assassinats, des viols contre les femmes, des violations massives des droits de l'homme, jusqu'à ce qu'on a érigé par le prêtre catholique un mémorial de toutes les personnes massacrées. Le mémorial est à Kaniola. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a que Dr Denis Mukwege qui apporte les soutiens tant soit peu à cette population-là pour soulager leur peine. À Kaniola, le Dr Denis Mukwege, en fait, dans le territoire de Walungu, a mis en place ce qu'on appelle une clinique, les cliniques juridiques, qui permet à cette population-là d'avoir accès à la justice, à venir avec leurs déshydratats pour qu'ils puissent trouver solution aux problèmes qu'ils ont connus. J'ai fini, permettez-moi. Oui. Dans le même contexte, le Dr Denis Mukwege a construit un centre communautaire qui donne des formations à cette population-là afin d'apprendre différents métiers dans l'agriculture, dans la couture, dans les soudures, dans le mécanique et tout, afin que cette population-là
puissent avoir des revenus à l'issue de leur métier. Mais à Kinshasa, il y a ce qu'on appelle Fonarev, qui n'a jamais apporté aucun soutien à cette population-là. Mais également, j'appelle à la communauté internationale d'apporter de façon urgente une aide humanitaire à cette population-là qui vit aujourd'hui dans la forêt sans eau, sans... Tout justement, voilà pourquoi le gouvernement est en train de s'atteler, d'où l'importance de cet accord dont nous allons parler tout à l'heure. Ok, vous parlez de l'accord, merci. Je peux maintenant revenir à la question. D'accord, répondez à ma question. Ok. Docteur Denis Mukwege, qui est notre leader, et nous-mêmes Mukwegistes, depuis qu'on a commencé ces différents processus de paix, en commençant par le processus de Luanda, le processus de Nairobi, le processus qui est en cours à Doha, et ce qui vient de se passer à Washington, nous avions interpellé les gouvernements congolais, nous avions fait appel à la communauté internationale pour présenter notre pessimisme. Vous êtes toujours sceptique par rapport à ça. Oui, nous avions présenté notre scepticisme par rapport à ce qui est en train d'être fait, parce que nous sommes convaincus que ce qui est en train d'être fait ne va pas nous amener, n'est-ce pas, à une paix durable. Quand vous prenez soin, n'est-ce pas, de lire l'accord qui a été signé aux États-Unis, vous allez vous rendre compte que le médiateur américain a largement oublié, je ne sais pas si c'est de bonne foi ou il n'est pas informé, tous les dégâts que le Rwanda a commis dans notre pays. Le Rwanda est à la base, n'est-ce pas, de pillage dans notre pays depuis 97-96, lors de l'entrée de l'AFDEL, parce que c'est le Rwanda qui est derrière l'AFDEL. Mais est-ce que cet accord, d'après vous, il fallait que les États-Unis puissent condamner le Rwanda pour ce qu'il a fait dans notre pays, ou c'était un accord signé pour d'abord trouver la paix et puis d'autres institutions judiciaires sur le plan international devraient s'en sortir? Je vais y arriver. Allez-y. Donc, tous ces processus-là ne nous ont pas... En fait, je disais que le Rwanda a été acteur principal dans le pillage de nos minerais depuis 1996, lors de l'entrée de l'AFDEL. Le Rwanda est acteur majeur dans la violation des droits de l'homme au Congo, est acteur majeur dans le massacre des Congolais. Et le Rwanda et les Rwandais ont été cités dans les rapports mapping qui a été établi pas par les Congolais, mais par les experts des Nations Unies. Et récemment ici, un autre rapport des experts des Nations Unies a été publié qui met en exergue l'activisme des RDF, donc l'armée rwandaise, sur notre sol congolais. On a oublié tout ce qui s'est passé, toutes les violations des droits internationaux humanitaires violés par le Rwanda. On a ignoré tout ça. Justement, on nous amène aujourd'hui à avoir un accord avec un pays qui a été dans tous ces affres-là contre le Congo. La République démocratique du Congo a tout justement, puisque vous parlez des violations des droits de l'homme à répéter dans notre pays, la RDC a bien saisi le tribunal des droits de l'homme de l'Afrique pour tabler sur cette question, et le tribunal s'est déclaré compétent. Vous devez savoir que nous sommes victimes de crimes contre l'humanité. C'est au niveau de la CPI. Et aucun processus de paix, partout dans le monde, n'est venu marcher sur les attributs de la justice. N'est-ce pas? Parce que le processus de paix, les accords de paix, viennent pour mettre fin à la guerre, laisser cesser les faits. Ça, c'est le premier élément. La justice vient renforcer ces processus de paix afin qu'il n'y ait pas répétition, n'est-ce pas, de ces actes-là. Mais malheureusement, au regard de ce qui se passe au Congo, tous les accords que nous avions connus, à l'instar de l'accord cadre d'Addis Abeba, tous les autres accords, en commençant par Lusaka, Harare, Sun City, l'accord récemment ici signé à Goma en 2021, aucun accord n'a mis en avant-plan la justice pour les victimes, pour la RDC, mais plutôt il s'était penché sur des intérêts, et qu'on peut dire des intérêts à court terme. Donc on nous a vendu la paix à court terme. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Tous ceux qui ont participé dans des guerres d'agression contre la RDC se sont retrouvés ministres à Kinshasa, se sont retrouvés députés à l'Assemblée nationale, se sont retrouvés des généraux dans l'armée avec des hautes fonctions dans l'armée. Ce qui aujourd'hui donne, n'est-ce pas, l'envie à d'autres jeunes Congolais d'aller prendre les armes, parce qu'ils se disent que pour accéder à des postes de responsabilité au Congo, il faut tuer des Congolais. Il faut faciliter, n'est-ce pas, le pillage du Congo. Que reprochez-vous à cet accord signé le 27 juin dernier? Vous allez comprendre que l'accord signé le 27 juin porte à lui-même
les germes de perpétuation du conflit. Comment ça, le gouvernement parle d'une victoire diplomatique? Moi, ça les concerne. Mais moi, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Vous les voyez comment? Vous savez, nous avions acquis, grâce aussi à l'effort diplomatique des docteurs Denis Mukwege, parce qu'il reste aujourd'hui le seul Congolais qui se bat sans les moyens de l'État, afin que la paix soit rétablie et de façon durable. Et vous pensez que le gouvernement ne le fait pas? Quand vous voyez déjà l'accord signé, vous allez comprendre que ça laisse planer des doutes. Et tout le pessimisme que nous avions évoqué par le passé, ça vient se confirmer avec cet accord signé aujourd'hui. Dans cette résolution 2773, il a été dit clairement que les RDF doivent quitter le territoire congolais immédiatement et sans condition. Donc la résolution reconnaît la présence active des forces rwandaises sur notre territoire. Ils ont demandé qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat. Donc la cessation des hostilités. C'est prévu aussi dans cet accord. Je suis en train d'arriver, messieurs les journalistes. Dans cet accord, il a été demandé que comment on appelle ça, l'administration parallèle implantée par Nanga soit démantelée. Et la MONUSCO devrait accompagner le gouvernement congolais pour mettre en œuvre la résolution 2773. Pendant que cette résolution-là est acquise par le gouvernement congolais, on retrouve de façon inentendue le président Tshisekedi et Kagame à Doha. Pendant que Mukwege s'était battu au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'ONU, pour qu'il y ait des sanctions sérieuses contre le Rwanda, c'est nous, Congolais, qui avions donné encore le souffle au Rwanda afin que nous puissions continuer dans des négociations avec le Rwanda. Parce que si cette résolution-là, 2773, était du Conseil de sécurité des Nations Unies, était respectée, on ne serait pas à Doha avec le M23. Ouais. Mais le fait que le gouvernement se retrouve encore... Et c'est cette même communauté internationale qui nous demande de dialoguer. Cette même communauté internationale nous demande de dialoguer. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à prendre à bras le corps les résolutions qui nous sont données ou bien les opportunités qui nous sont données par la communauté internationale. La mise en œuvre pose problème. Quand les sanctions ont été prises contre le Rwanda, déjà au Rwanda, la population rwandaise commence à se plaindre contre Kagame. Parce que quand on cible le Rwanda, on prend des sanctions contre le Rwanda, ça se sent dans le vécu quotidien des Rwandais. Pendant qu'on est en train de travailler pour la mise en exécution de ces sanctions, on se retrouve à Doha avec Kagame. Or, vous devez savoir que Doha n'a pas plus d'intérêt au Rwanda qu'en République démocratique du Congo. Comment ça? Et du coup, les Doha ne peuvent pas faciliter à ce que Rwanda puisse perdre ses intérêts au Rwanda. Je vais vous expliquer. Doha, donc les Qataris, ont plus investi au Rwanda qu'en RDC. Parce que l'aéroport international de Bugesera au Rwanda, pleinement, disons, à plus ou moins 70% financé par les Qataris. Or, cet aéroport-là, pour qu'il puisse y avoir les retours sur investissement au Rwanda, il faut qu'il y ait l'insécurité à l'Est. Parce que plus il y a de l'insécurité à l'Est, plus les Congolais restent dépendants des infrastructures rwandaises. C'est nous qui exploitons, nous Congolais qui exploitons plus l'aéroport rwandais. Parce que tous les opérateurs économiques, tous les Congolais, pour voyager à l'international, qui sont à Goma, à Bukavu, à Kisangani, ils doivent passer par Rwanda. C'est en termes, messieurs les journalistes, de GoPass que nous payons au Rwanda. C'est en termes de taxes, de billets de voyage que nous payons aux entreprises rwandaises qui paient les taxes dans la caisse rwandaise. C'est en termes de millions de dollars que les Congolais financent au Rwanda, afin que le Rwanda puisse financer la guerre en République démocratique du Congo. Je vous donne un autre exemple pour comprendre le mobile de ces conflits. Oui, les Congolais de Bukavu, pour aller à Uvira, qui est notre territoire, ils doivent passer par le Rwanda pour atteindre Uvira. Et c'est en termes de mieux que nous passons en termes de péage au Rwanda. Qu'est-ce que nous on aurait dû faire pour éviter tout ce que vous avez dit? Voilà ce que nous on aurait dû faire. Et ça, c'était. Je parlais tantôt de l'accord cadre d'Addis Abeba, que le docteur Denis Mukwege, mon leader, ça n'a jamais été respecté. Demande à ce que cet accord-là soit revitalisé. Cet accord, comme vous le dites, n'a jamais été respecté, ni par le gouvernement du Congo, ni par... Mais le gouvernement congolais a toujours été de bonne foi. Je disais, ni le gouvernement congolais n'a jamais respecté ces engagements pris dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba,
Mais il était sur la voie. En 2013, il y a eu démantèlement du M23. Vous vous rappelez de Mamadou Ndala, vous vous rappelez du général Baouma. Ils avaient défait le M23. C'était dans le cadre du processus de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le Rwanda et d'autres pays membres de CIRGL qui sont signataires de cet accord-là, et aussi, n'ont pas respecté leur part d'engagement. Parlons un peu de cet accord cadre d'Addis Abeba. Quels sont les engagements que nous, le gouvernement congolais, nous avions pris à Addis Abeba? Nous avons pris l'engagement d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire congolais. Vous êtes sans ignorer que l'État n'est pas présent sur toute l'étendue de notre pays. Ce qui a fait que la M23, pendant sa conquête, était en train de marcher comme s'ils étaient en marche de santé. Non, mais vous avez eu les forces armées de la République se sont battues. Les forces des armées, rappelez-vous la chute de Goma. Rappelez-vous la chute de Massissi, de Kanyabayonga et Konso. Il n'y a pas eu de résistance. Nos militaires étaient en train de fuir. C'est vous qui le dites. Nos militaires étaient en train de fuir. Ils se retrouvaient en débandade. Il y avait la corruption, la trahison au sein de nos FARDC qui faisait ce que nous puissions perdre nos territoires. À Bukavu, il n'y a pas eu de guerre. Revenons tout juste. Ouais. J'ai dit, permettez-moi de vous parler des engagements de la RDC pris dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Nous avons pris l'engagement de travailler sur la réforme de l'armée et de la police. Vous savez que notre armée et notre police, je dirais même à Linga, et ça, ce sont des militaires qui sont venus ici du MLC, ici du RCD, ici du RCD KML. Donc, on les a pris ici et là. Et aujourd'hui, la façon dont on continue à recruter les militaires, on prend déjà toutes les personnes qui ont échoué dans la société, dans tous les domaines de la vie. On le prend, on le met dans l'armée. Or, l'armée, dans le monde, est constituée des élites. Ouais. Des personnes, les meilleurs hôpitaux dans le monde, ce sont des hôpitaux militaires. Les meilleurs juristes au monde, ce sont les militaires. Le meilleur mécanicien, les ingénieurs civils, ce sont des militaires. Mais notre armée, ce n'est pas le cas. Et en temps de paix, l'armée travaille dans l'agriculture, travaille pour, n'est-ce pas, donner, il travaille pour donner aussi d'autres services à la société. Par exemple, le service national. Le service national, ce n'est pas dans l'armée. C'est presque dans ce domaine-là. Mais l'armée, en temps de paix, peut travailler, n'est-ce pas, dans l'agriculture, dans la construction des routes et consorts. Mais notre armée aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? C'est ainsi que nous avons pris l'engagement de travailler pour la réforme de l'armée et de la police, afin que la sécurisation des populations de nous, Congolais et notre bien, soit une réalité. Nous avions pris l'engagement. C'est ce que fait le gouvernement. Nous avons pris l'engagement de travailler sur le développement économique qui allait s'étendre sur la construction des infrastructures de base. Donc les routes, les aéroports, les écoles, les hôpitaux. Je l'ai dit tantôt que nous dépendons beaucoup plus. La partie orientale des aéroports, des infrastructures rwandaises. Là, même ici à Kinshasa, s'il vous plaît. Même ici à Kinshasa. Vous savez que nous dépendons à grande partie des ports, de Congo-Brazza. Les gros navires n'arrivent pas à Mata, n'arrivent pas à Boma. Ça doit s'arrêter à Pointe-Noire. Il y a la construction comment on appelle ça, pour des bananes. Mais et là, il faut dire ça comme ça. On commence quelque part. Non, ça veut dire que... On a vu les images, c'est en cours. Nous avons pris l'engagement, n'est-ce pas, de travailler sur la réforme des institutions, mais également de mettre en place la justice traditionnelle. Je vais revenir sur la justice traditionnelle avec l'évolution de l'émission. D'accord. Permettez-moi, il faut que la population comprenne la quintessence de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pourquoi ce docteur Denis Mukwege insiste sur l'applicabilité de l'accord cadre d'Addis Abeba? Vous ne voulez pas de cet accord ici? Le gouvernement congolais du docteur Denis Mukwege les avait interpellés. Mais ils ne veulent pas comprendre le digne fils du pays qui ne voit que l'intérêt national et non pas l'intérêt individuel. Le gouvernement le Rwanda, s'il vous plaît, le Rwanda et d'autres pays membres de CIRGL. Parce que je parlais de la non-inclusivité de l'accord signé aux États-Unis. À Addis Abeba, messieurs les journalistes, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, tous les pays frontaliers ont pris l'engagement de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Sauf le Rwanda. Le Rwanda est signataire, j'ai l'accord cadre, le Rwanda n'a jamais respecté cela. Pas seulement le Rwanda. Le Burundi ne respecte pas notre intégrité. L'Ouganda ne respecte pas notre intégrité. On n'a pas un problème avec le Burundi. On n'a pas de problème avec le Burundi, mais vous allez voir qu'il y a des forces négatives burundaises sur notre territoire. Quand vous parlez des groupes armés. Les groupes armés. Et par moment, un moment de Burundi, se veut dire que non,
les groupes armés qui sont chez vous constituent une menace contre nous, nous allons aussi les traquer. Mais ce n'est pas les cas. L'Ouganda, aujourd'hui, il y a une coopération entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise pour traquer les LRA. LRA et les ADF Nalou. Et les ADF Nalou. Donc il n'y a pas que l'armée, il n'y a pas que les FDLR comme armées négatives qui sont sur notre territoire. Il y en a plusieurs. C'est pourquoi l'armée ougandaise a été sollicitée par le gouvernement congolais. C'est ça. Ce qui est contraire à ce que fait le M23 par l'entremise de... C'est pourquoi Dr Denis Mukwege... C'est pourquoi Dr Denis Mukwege dit que nous mettons en danger notre intégrité, notre souveraineté. Nous avions abandonné notre intégrité et notre souveraineté. Nous ne devons pas faire appel à des armées étrangères pour venir sécuriser les Congolais. À quoi sert alors le FARDC? Parce que le FARDC a pour mission de sécuriser les Congolais, leurs biens et d'assurer l'intégrité de nos frontières. Le gouvernement y travaille. Ouais. Le gouvernement n'y travaille pas. Parce que si le gouvernement y travaille de façon sérieuse, messieurs les journalistes, nous ne serons pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Le M23 ne serait pas là où il est aujourd'hui. Nous sommes agressés. Nous sommes agressés. Mais est-ce que nous étions disposés à nous défendre? Et aujourd'hui, quand vous prenez soin de lire cet accord, vous allez vous rendre compte que le Rwanda n'est pas en train de reconnaître que les RDF sont sur notre territoire. Mais on a parlé des engagements signés par le Rwanda. Vous parlez des engagements. Exactement. Il faut bien lire l'accord. On a parlé des engagements de qui? De force. Quelle force, messieurs les journalistes? De force. On a parlé des engagements de forces non étatiques. Non étatiques, y compris les RDF. Non, non, RDF, ce n'est pas une force non étatique. C'est une force étatique, donc c'est comme les FARDC, c'est nous. FARDC, c'est une force étatique, une force loyaliste. Les RDF, c'est aussi une force loyaliste pour le Rwanda. Les forces non étatiques dont on parle, c'est les M23. C'est une force non étatique. Ce sont des rebelles, des agresseurs, des panthères rwandais. Y compris les RDF. On n'a pas parlé du RDF dans l'accord. Or, il y a un mécanisme conjoint qui est mis en place, n'est-ce pas, pour que le gouvernement rwandais et les RDF traquent les FDLR. Vous voyez? Or, déjà, les RDF, la force rwandaise, est actif et accompagne les M23 dans la conquête de nos territoires. Je l'ai dit tantôt ici, l'accord a été signé le vendredi, mais le samedi à Kaniola, il y a eu des affrontements contre les Wazalendo qui étaient à Walungu. Et c'est les RDF qui ont signé. Ça veut dire que le Rwanda, dans sa politique de talk and fight, il négocie avec vous. Dans l'entretemps, ils sont sur terrain actifs. Ça continue. Et c'est pourquoi je dis que l'accord lui-même est porteur de germes de perpétuation du conflit. Ils ont dit dans l'accord que si, pour que, ils parlent de lever des mesures de défense. Ils ne parlent pas de présence de RDF. Ça, ce sont des termes diplomatiques. S'il vous plaît, il faut faire attention avec des termes dans des contrats, dans des conventions. Il faut faire attention à ça. La résolution 2773. C'est inclus également. Parle, s'il vous plaît, messieurs les journalistes. Vous n'êtes pas le défenseur ici du pouvoir. Vous êtes journaliste. Je fais que poser mes questions. Voilà. Cette résolution parle de présence effective des RDF. Mais dans l'accord, on parle de mesures de défense. Donc c'est le Rwanda qui a pris des mesures de défense contre nous. Ils estiment que nous sommes une menace pour le pouvoir au Rwanda. Donc, la résolution 2773, nous mettons de côté, nous prenons les mots appropriés du Rwanda. Et désormais, on a pris quel mot? Désormais, la levée de mesures, par exemple, la levée de mesures de défense. C'est d'abord les désengagements. Je vous ai demandé, quand vous parlez de désengagement, je dis ceci. Non, s'il vous plaît, messieurs les journalistes, nous devons être rationnels. Quand on parle de désengagement, il faut se poser la question de savoir, il s'agit de désengagement de qui? De forces non étatiques. Non, mais on a parlé de forces non étatiques. Ces forces non étatiques sont connues. Donc quand on dit non étatiques, c'est qui n'appartient pas à l'État. Les forces négatives. RDF, ce n'est pas une force étatique, c'est une force qui appartient, c'est une force de défense rwandaise. Ça appartient à l'armée rwandaise qui est présent et active sur le territoire congolais, dont le Rwanda n'est pas en train d'accepter. Pourquoi le Rwanda signe alors? S'ils ne se reconnaissent pas dans le M23, pourquoi le Rwanda a signé? Voilà pourquoi j'ai dit que l'accord
est porteur de ces germes-là de perpétuation du conflit. Parce que si on n'arrête pas, si on ne neutralise pas les RDF, pas les RDF, la rébellion rwandaise, les FDLR, ça veut dire que les RDF va continuer à soutenir le M23. Or, nous, de notre côté, nous demandons à... Il faut comprendre la cacophonie qui est là. Nous demandons à ce que les Rwandais, n'est-ce pas, puissent se retirer de notre territoire. Parce qu'ils soutiennent, ils doivent cesser à soutenir le M23. Or, le Rwanda n'est pas en train de reconnaître qu'ils soutiennent le M23. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Depuis longtemps, il n'a jamais reconnu. Depuis longtemps, il n'a jamais reconnu. On est tombé dans l'erreur. Nous sommes tombés dans le piège du Rwanda. Ça veut dire que cette force-là sera avec la RDC sur notre territoire. Imaginez-vous une armée, comme je l'ai dit tantôt, qui a tué, qui a violé, qui a pillé dans notre pays, qui a violé massivement les droits de l'homme au Congo. Mais dans l'accord signé, on a ignoré un pilier majeur. Vous avez suivi les déclarations du président américain. Un pilier majeur. Il a épinglé les Rwandais. Qui est la justice. Vous parlez de Donald Trump, monsieur les journalistes. Il a épinglé les Rwandais. Vous savez l'article 74 de la Constitution. Quelqu'un peut nous aider à lire cet article-là. C'est le président Félix Tshisekedi qui a prêté serment sur la Constitution congolaise de sécuriser les Congolais et leurs biens, de garantir l'intégrité de notre territoire. Mais aujourd'hui, le gouvernement congolais se tourne vers Trump. On dirait que c'est Trump qui est notre président. Il y a des accords bilatéraux. C'est Tshisekedi il y a des relations qui a ce devoir-là de se battre à fond pour recouvrer notre intégrité, pour nous sécuriser, et non pas Donald Trump. Je vais vous montrer que Donald Trump n'a aucun intérêt pour la RDC. Et il a dit qu'il ne connaissait pas la RDC. Il ne savait pas où il ne savait même pas situer la RDC sur la carte d'Afrique. Et dans les relations internationales, on appelle ça les jeux d'intérêt. Et il a dit lui-même que quand on lui a dit, quand il a appris qu'il y a beaucoup de minéraux là-bas, c'est ainsi qu'il s'est impliqué. Et voir même, s'il vous plaît, j'ai fini. Il faut même comprendre. Oui. Il a demandé même d'être primé prix Nobel de la paix s'il fait signer l'accord. Or, quand Dr Denis Mukwege a été primé prix Nobel de la paix, il n'avait jamais demandé d'être primé et il ne savait pas qu'il serait primé un jour prix Nobel de la paix. Vous êtes jaloux. On n'est pas jaloux. Vous voulez pas quelqu'un d'autre pour être prix Nobel de paix, être prix Nobel de paix, oui. On ne le demande pas. C'est le monde qui constate votre prouesse. Vous êtes souhait. Journaliste. Il a souhaité. Non, Mukwege n'a jamais souhaité. Il faut comprendre qu'on ne souhaite pas devenir prix Nobel de paix. Il a souhaité. Je dis ceci. Oui. On ne souhaite pas devenir prix Nobel de paix. Le monde constate seulement votre travail et il vous prime. C'est le cas de Dr Denis Mukwege. Denis Mukwege, ça n'a jamais été un plaisir pour lui de réparer les femmes. Mais il vient répondre à un problème. Et le monde a été étonné de voir qu'un homme pouvait, n'est-ce pas, opérer plus de 30 000 personnes. Pas seulement opérer, mais les soutenir sur le plan psychologique, sur le plan financier. Et les intégrer facilement dans la société. C'est par là que le monde a reconnu le travail de Dr Denis Mukwege. Monsieur Marius. Mais Donald Trump n'a pas trouvé d'abord la solution. Il appelle directement au prix Nobel. Et il vous dit que c'est l'Amérique qui va gagner beaucoup à ce qui concerne les minéraux congolais. Nous allons rentrer dans l'aspect économique de cet accord. Vous allez comprendre que l'accord est en défaveur pour la RDC. Vous avez compris que sur le plan politico-sécuritaire, c'est nous qui sommes d'abord des perdants parce que le RDF dans l'accord, on ne les reconnaît pas comme des agresseurs et on ne reconnaît pas la RDC comme pays agressé. Tous les Africains que nous avions connus pendant 30 ans ne sont pas reconnus. C'est vous qui le dites, mais dans l'accord, on parle de désengagement, donc les retraits des troupes rwandaises. Non. On a bien vu. Monsieur, pourquoi vous revenez beaucoup sur ça? On a parlé des désengagements des groupes non étatiques. Vous voyez? Et je vous ai dit quels sont ces groupes non étatiques-là. Les M23, c'est un groupe non étatique. N'est-ce pas? Le FDLR, c'est un groupe non étatique. Le Codeco, c'est un groupe non étatique. Et d'autres groupes armés qui pullulent ici et là. Et on nous dit encore ce qui est plus grave. Que ces groupes non étatiques-là seront intégrés dans l'armée congolaise, mais on va regarder cas par cas. Mais on va c'est la méthode congolaise, M. Marius. Et vous trouvez ça normal? Si notre armée aujourd'hui est faible, c'est à cause de ces genres de méthodes-là. Que Tshisekedi lui-même avait décrié un moment, que tout le monde avait décrié hier, mais c'est ce que nous sommes allés encore signer. Et vous allez comprendre une chose, que tout ce qui a été signé
aux États-Unis. Oui. C'est ce qui a été signé en 2021 à Goma, entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Mais au regard de la dangerosité, si je peux dire ça comme ça, permettez-moi le terme, le gouvernement congolais n'était pas prêt pour appliquer les accords signés en 2021. Mais aujourd'hui, nous Congolais, c'est nous qui sommes allés en premier aux États-Unis, le gouvernement congolais. Croyant que nous pouvons donner nos matières premières et les Américains venir nous sécuriser. Mais les Américains, on a été étonnés de voir que les Américains sur la table, ils invitent le Rwanda. Parce que les Américains, ils connaissent plus le Rwanda que le gouvernement congolais. Mais M. Marus, est-ce mauvais de négocier directement avec le Rwanda par l'entremise des États-Unis quand on sait tous que cette guerre, depuis 30 ans, c'est une guerre économique? Est-ce voilà. mauvais de travailler sur le plan économique avec les États-Unis et signer un accord de paix avec le Rwanda? C'est ça le grand problème et c'est ça même l'étonnement du docteur Denis Mukwege. Le caractère bilatéral, cette approche bilatérale qu'a pris le gouvernement américain pour tenter à résoudre ce conflit. Les conflits que nous vivons aujourd'hui, il n'y a pas seulement que le Rwanda. Mais on nous veut coller seulement le Rwanda comme le seul agresseur. Il n'y a pas que les FDLR qui sont sur notre territoire. Et surtout que les FDLR... Pourquoi vous aménagez dans le Rwanda? Moi, c'est le gouvernement congolais qui aménage le Rwanda. Les Rwandais, n'est-ce pas? Ils sont pareils que les Ougandais, qui sont aussi sur nos territoires. Et d'autres personnes qui sont en train de... Qui tournent leurs yeux vers notre... Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas longtemps, en Ouganda, il y a une nouvelle rébellion qui a pris naissance là-bas, de Thomas Lubanga. Qu'est-ce qu'on a fait de l'Ouganda? Quels sont les rapports diplomatiques entre la RDC et l'Ouganda après que Thomas Lubanga ait, n'est-ce pas, lancé ces groupes armés et qui est maintenant actif en Ituri? C'est pour dire que l'Ouganda est complice dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Cette approche bilatérale entre le Rwanda, ça nous amène seulement à nous concentrer sur le Rwanda. Or, le conflit est régional. Le conflit est régional. Il faudra qu'on revienne sur l'accord d'Addis Abeba où tous les acteurs de la région de Grand Lac ont été acteurs, ont signataires. Expliquez-nous un peu, ça va se passer comment? On revient sur l'accord Addis Abeba, on oublie l'accord avec le Rwanda par l'entremise des États-Unis. Ok, merci beaucoup. Docteur Denis Mukwege appelle à une conférence internationale sur la paix en RDC. Cette conférence-là aura pour mission de toucher aux questions profondes du conflit à l'est de notre pays. Ça veut dire qu'au-delà des pays qu'on utilise comme de proxy téléguidés, le Rwanda, l'Ouganda, et d'autres pays par lesquels on vend nos minéraux, il faudra cette fois-ci que sur la table, pardon, on invite les entreprises multinationales qui achètent les minéraux congolais à travers le Rwanda, à travers l'Ouganda, à travers la Tanzanie. Et qu'on leur dise, chers messieurs, qu'il est possible désormais de passer par la RDC, qui est de passer par le Rwanda, qui occasionne les morts, la violation des droits de l'homme, la violation de nos mamans, le massacre des Congolais. Venez directement négocier par là, à travers la RDC. Mais pour que cela soit une réalité, il faut travailler pour revitaliser l'accord d'Addis Abeba qui va nous amener, nous, le gouvernement congolais, à respecter nos engagements. Parce que ces engagements dont je parlais tantôt, nous amènent à améliorer le climat des affaires au Congo. Parce qu'il n'y aura pas un investisseur sérieux qui peut venir au Congo où la sécurité n'est pas de mise. Le chef de l'État lui-même a parlé de la justice qui est malade. Qui est cette entreprise-là sérieuse qui viendra dans un pays où la justice n'est pas fonctionnelle? Répondez quand même à ma question, je voulais savoir, est-ce mal de négocier directement avec le Rwanda, sous la barbe des États-Unis, quand on sait que c'est la communauté internationale qui est derrière le Rwanda? Est-ce mauvais d'appliquer cette solution? Négocier avec le Rwanda tout en ignorant la justice, messieurs les journalistes, c'est une grosse erreur que nous avions commise dans ces négociations. Le rapport mapping, je l'ai dit tantôt, est là, disponible. Ce n'est pas pour rien, Dr Denis Mukwege appelle toujours à un tribunal ad hoc, dans le tribunal pénal international pour la RDC. Parce que moi, ce tribunal-là, qui ne sera pas sous l'égide de la justice congolaise, ça sera sous l'égide de l'ONU, n'est-ce pas? Ça peut toucher toute personne, où qu'il se trouve dans le monde, l'arrêter et le juger. Les blocages se situent à quel niveau? Non, les blocages, c'est au niveau de politique. Pour que le tribunal pénal international soit établi, il faut que le président de la République écrive au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que c'est ce que dit que notre président. C'est lui qui engage le gouvernement congolais auprès des institutions
multinationales. C'est son vœu également. Il veut également... Il écrit, il faut qu'il écrive pour que ce tribunal-là soit appliqué et les rapports mapping sera mis en œuvre. Parce que, comment on appelle ça? Comment je peux appeler ça? Le crime contre l'humanité n'est pas de la compétence de notre justice. C'est la TPI. C'est la CPI. TPI et la CPI. Or, pourquoi je ne parle pas de la CPI? Je ne parle pas de la CPI parce que le Rwanda n'est pas signataire de la charte de Rome. Or, tant que le Rwanda n'est pas signataire de la charte, ça veut dire que la CPI ne peut pas poser des actes au Rwanda. Mais le Rwanda est signataire de la charte de l'ONU. Et par conséquent, le tribunal pénal international peut frapper le Rwanda. C'est ainsi que vous verrez, comme je l'ai dit, aucun processus de paix n'a marché sur la justice. Quand vous remontez l'histoire, vous allez à Kosovo. Après le conflit qu'il y a eu au Kosovo, après la guerre, il y a eu des négociations, il y a eu tout ce qui pouvait y avoir, mais la justice a été exécutée. La justice traditionnelle a été mise en œuvre. Et tous ceux qui ont été cités dans le massacre, dans le crime, ont été jugés, ils ont été condamnés à perpétuité. Quand vous allez encore au Rwanda, après le génocide de 1994, il y a eu un tribunal pénal international établi pour les Rwandais qui était à Arusha. Arusha, c'est en Tanzanie. Tous les Rwandais qui ont participé dans les crimes, dans les massacres, ont été poursuivis et ils sont condamnés à perpétuité. Pourquoi pas au Congo? Tous ceux qui ont participé à des massacres, qui ont tué, qui ont violé, ne peuvent pas être soumis, n'est-ce pas, à ce tribunal-là. Et vous allez voir, si tous ces leaders-là, parce que ce sont des leaders la plupart des cas, passent à ce tribunal-là, au moins une kimia peut être rétablie et de façon durable. Parce que ce que le docteur Denis Mukwege demande, c'est la paix. Et pas la paix, ne porte pas une paix précaire, pas une paix... Vous pensez que cet accord, c'est une paix précaire? Je l'ai dit, je vous l'ai expliqué, je vous ai démontré. Comment est-ce que l'accord est porteur de germes? Comment est-ce qu'on a ignoré la justice? Concrètement, la République démocratique du Congo fait quoi en urgence maintenant? Qu'est-ce que la RDC peut faire en urgence maintenant? En dehors de revenir sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Aujourd'hui, on doit chercher à écouter les Congolais qui réfléchissent mieux. Donc, Dr Denis Mukwege. Il faut embrasser les problèmes dans sa globalité. Vous voulez un dialogue? S'il vous plaît. Oui. C'est comme quelqu'un qui est malade. Vous allez chez un médecin. Le médecin fait un mauvais diagnostic des problèmes que vous lui avez dit. Il ne va pas vous guérir. Tout ce qu'il va vous prescrire comme médicaments ne vont pas avoir des effets parce que le diagnostic a été mal fait. Et dans le cadre du Congo aujourd'hui, le diagnostic a été très très mal fait. C'est basé sur des intérêts économiques et géostratégiques. Ouais. Or, le véritable problème, nous oublions, nous laissons à côté. Ce n'est pas pour rien, Dr Denis Mukwege demande à ce que tous les acteurs soient sur les tables de discussion dans le cadre de la conférence internationale sur la paix en RDC. C'est pour que... Vous parlez de tous les acteurs, vous parlez de qui? Corneille Nangaa ou Joseph Kabila? D'abord, je dis ceci. Ou les pays? Quand je parle de l'accord cadre de la conférence... Quand je parle de la conférence internationale sur la paix en RDC, c'est entre les États et les entreprises multinationales. Nangaa, ce n'est pas un État. Nangaa, c'est un rebelle. Ok. Ouais. C'est les États. Qui sont ces États-là? Maintenant, sur le plan interne, on fait quoi? On dialogue ou comment? Sur le plan interne, nous soutenons le pacte social pour le vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. C'est là, le pacte social, c'est un cadre. Parce qu'il faut considérer que le problème est à deux niveaux. Il y a la dimension endogène, donc à l'interne, qui doit être résolue par ces conférences, par le dialogue, par le pacte que propose le prêtre de la SENCO, où tout le monde doit participer. Notamment Joseph Kabila. Je dis tout le monde, personne n'est exclu. Parce que Kabila fait partie du problème. Nangaa fait partie du problème. Il ne faut pas croire que non, c'est seulement Martin Fayulu qui doit être dans ce dialogue-là. Parce que Martin Fayulu aujourd'hui ne présente aucune menace au pouvoir de Kinshasa. Ouais. Tous ceux qui ont pris les armes doivent être sur la table des négociations, des dialogues. Mais il faut savoir, il faut comprendre aussi l'esprit de prêtres et de pasteurs de l'ECC. Le dialogue ne sera pas une occasion de mettre à côté la justice. La justice doit être un élément qui doit nous guider, qui doit nous accompagner dans la recherche de la paix. Vous parlez de la justice. La SENCO n'a jamais condamné le Rwanda. La SENCO n'a jamais condamné le Rwanda. N'a jamais condamné le Rwanda. J'ai dit,
la justice Ça devait commencer doit par là. être de mise. Et c'est la justice transitionnelle. La Senco a plusieurs fois condamné tout ce qui se passe dans le pays. Le fait que la Senco est partie raconter Nanga, cela ne veut pas dire que la Senco Sans pourtant le condamner. a avalisé ce que fait Nanga. C'était pour, si vous suivez bien la logique des prêtres, c'était pour dire à Nanga d'arrêter, de se limiter. Parce qu'ils sont allés à Goma pour raconter Nanga, Nanga n'était pas encore arrivé à Bukavu. Vous êtes d'accord avec moi? Non, Nanga était encore à Goma. Et là, la force n'était pas, Nanga n'avait pas encore la force. C'était pour leur dire que non, arrêtez d'abord la guerre. Venez, on va d'abord négocier, on va discuter entre nous, on va parler entre nous. Pendant que les prêtres sont dans cette dynamique-là, à Kinshasa, il y a eu des diabolisations. On a diabolisé l'église catholique. On a diabolisé le pasteur Ambongo, le pasteur Chole et consorts. En prétend, parce que la Senco n'a jamais condamné. La Senco a plusieurs fois condamné l'agression. La Senco est compatissant de la population qui souffre, qui meurt chaque jour. Voilà pourquoi la Senco veut qu'il y ait, n'est-ce pas, un dialogue, qu'on trouve une solution de façon pacifique. Parce que toute guerre finit toujours par des négociations. Pourquoi continuer à tuer nos peuples alors qu'on peut avoir, n'est-ce pas, une ici dans un dialogue franche? Ouais. C'est ainsi que ce dialogue-là est nécessaire. Où tout Congolais peut venir avec ses déshydratants. Parce que chacun a ses problèmes. Nous savions comment les élections ont été organisées en 2023. Ça laissait à désirer. Vous savez comment les dialogues se passent dans notre pays? Non, là, votre esprit, c'est l'esprit des politiciens congolais. Le partage du pouvoir. C'est une observation. Vous voulez en venir au partage du pouvoir. C'est une observation. Malheureusement, vous allez être déçus. Les prêtres ne sont pas dans cette logique-là. Les prêtres étaient là dans l'accord. Vous savez, l'accord Saint-Sylvestre, on a partagé les responsabilités. On a partagé les gâteaux, comme on le dit souvent. Est-ce que ça, c'était une solution de prêtre à Saint-Sylvestre? Mais c'est eux qui ont chapeauté. C'est eux qui avaient chapeauté. À Saint-Sylvestre, il y a eu des résolutions. Que les politiciens, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, n'ont pas respecté. Vous allez vous rappeler qu'il fallait nommer un premier ministre qui devrait venir du rassemblement. Et le pouvoir... En violation de la Constitution. Et écoute. Le pouvoir de Kinshasa, de Kabila, a exigé à ce que le rassemblement puisse envoyer une liste de 5 noms et le président devrait choisir, Kabila à l'époque, un nom parmi les 5. Et le rassemblement, ils n'ont juré que si le nom de Tshisekedi à l'époque. Et c'était pas entendu. La Senco roulait dans la farine. Où est la responsabilité de la Senco dans ce point de vue-là? Dans le cadre du dialogue de Senco, le prêtre veut à la fin que nous puissions avoir un cahier de charge, une feuille de route qui peut être comme une boussole sur laquelle nous ne pouvons pas nous détourner, qui va nous conduire jusqu'à l'horizon 2060. Les Sangos ne sont pas dans la logique, il y a partage du pouvoir. Partage du pouvoir, c'est pour les politiciens. Les politiciens, vous allez voir que le président Tshisekedi a lancé les consultations nationales. Et il avait dit lui-même que non, à l'issue de ces consultations, il va y avoir, n'est-ce pas, le gouvernement d'union nationale. Vous avez vu comment est-ce que tous les politiciens sont allés vers... Pourquoi Denis Mukwege n'avait pas répondu à l'appel du chef de l'État? Belle question, merci. Vous allez comprendre que Mukwege ne se bat pas pour le pouvoir. Mukwege ne se bat pas pour être premier ministre. Moi, Marius Moubala, je ne me bats pas pour être ministre. Nous, Mukwegistes, nous nous battons, 1, pour la paix, 2, pour la justice, 3, pour le bien-être des Congolais. C'est ça notre combat. Ouais. Les autres là, Martin Fayoulou et compagnie, ce sont eux qui se battent pour le pouvoir. Et vous allez voir tous ces acteurs politiques, de la majorité comme de l'opposition. Personne n'a pas donné Mukwege n'a des solutions, des sorties de crise durables. Tous, vous les avez suivis tous. De l'opposition comme de la majorité, saluer l'accord la signé aux États-Unis. Kamere, il a fait une communiqué. Il a ignoré qu'il existe dans la Constitution l'article 214 qui dit que tout accord de paix, avant d'être signé et ratifié, il doit y avoir une loi qui est signée au niveau du Parlement. Au Parlement. Mais le Parlement est pour encadrer, n'est-ce pas, l'application de cet accord-là. Ça peut être... on peut faire ça. On dit qu'avant de ratifier, ce n'est pas après la ratification. Il faut lire l'article 214 à l'intention de ceux qui nous suivent, c'est les journalistes. Merci. Mais vous voyez Kamere applaudir. Il le perdit. Oh, si vous vous rappelez bien, le même problème que Kamere a connu avec Kabila, l'entrée de forces rwandaises sur notre territoire, il s'est opposé à ça. C'est différent. C'est ça même aujourd'hui
qui se pose, c'est même la problématique. Il faut pas qu'il y aurait un mécanisme de suivi où les RDF seront présents sur notre territoire pour traquer les FDLR. Mais aujourd'hui, Kamere, il a produit. Je suis perdu. Mais comment les RDF vont entrer sur notre territoire sans l'approbation du gouvernement, puisque le Rwanda a également signé sur la souveraineté, le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo? Voilà, une belle question. Confusion encore dans l'accord. De l'autre côté, vous dites respect à... C'est la République démocratique du Congo, d'après l'accord, qui doit traquer les FDLR. C'est là que Mukwege vous dit que nous avions abandonné notre souveraineté. La sécurité des Congolais est du domaine de l'armée congolaise. C'est du domaine de la souveraineté congolaise. Mais quand vous invitez les UPDF, vous invitez les RDF sur votre sol pour traquer une force soi-disant négative, où est votre souveraineté dans les domaines de sécurité? Merci beaucoup, Monsieur Marius. Je rappelle qu'on est en train de parler justement de l'accord et de la réaction du prix Nobel de la paix, Dr Mukwege. Monsieur Marius, parlons tout justement de l'aspect économique de cet accord. Oui, merci beaucoup. On a parlé de l'intégration économique et consorts. C'est là que, encore une fois de plus, nous sommes en train de brader, nous sommes en train de vendre à vil prix nos richesses. Prenez d'abord l'exemple de ce qui s'est passé dans les Kasaï avec Nuba. Aujourd'hui, on a exploité les diamants là-bas. Ce qui nous reste là-bas, ce ne sont que des érosions. C'est ce que nous allons encore vivre à l'Est. Aujourd'hui, on nous dit que nous devons co-gérer nos ressources naturelles avec le Rwanda. Et on a donné la première au Rwanda pour la transformation et l'exportation de matières premières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez nous, on va commencer à extraire. Donc nous rentrons dans le système colonial. On prend le produit brut, Mabele, on amène ça au Rwanda. C'est au Rwanda de transformer. La conséquence c'est quoi? C'est le Rwanda qui gagne la valeur ajoutée sur ces matières premières. Le débouché, ou bien les entreprises vont s'installer au Rwanda. Les débouchés, donc l'emploi, seront créés au Rwanda. L'argent de ces entreprises-là seront logés dans les banques rwandaises. D'où tirez-vous toutes ces informations alors que le gouvernement dit qu'il a signé un accord de paix et après il signera des accords avec les États-Unis sur l'aspect dont vous êtes en train d'évoquer? Il faut lire aussi entre les lignes. Donald Trump vous dit qu'il est admirateur du leadership qu'il y a au Rwanda. Le président Tshisekedi vous dit ici, il a condamné. Le président Tshisekedi vous dit ici que la justice elle est malade. Quelle est cette entreprise sérieuse, cette entreprise américaine qui peut venir dans un pays où la justice elle est malade? Les lois aux États-Unis sont très contraignantes en ce qui concerne le détournement, la corruption et la marvelisation financière. Ici, le détournement, la corruption, c'est la monnaie courante. Ces entreprises-là ne pourront jamais venir. Or, au contraire, au Rwanda, selon eux, les Américains, au Rwanda, tout est bien. Je vous ai dit tantôt que nous exploitons les infrastructures rwandaises. Au Congo, nous, on n'avait rien construit comme infrastructure. Ouais. Le Rwanda a pillé nos minéraux, il s'est retrouvé aujourd'hui. Ah, maintenant vous acceptez que le Rwanda a pillé nos minéraux. Mais ça, on le sait tous. Et la justice maintenant par rapport à ces pillages-là, où est la place de la justice, monsieur le journaliste? On a saisi les tribunaux de paix au niveau de l'Afrique. On a ignoré parce que dans l'accord, parce qu'il ne faut pas s'imaginer, dans l'accord, rien qui n'est pas dit dans l'accord ne sera fait. Dans l'accord, on n'a pas mentionné la justice. Vous êtes prophète de malheur? Je ne suis pas prophète de malheur, mais je m'en tiens à l'accord, monsieur le journaliste. L'accord est là. Rien qui n'a été dit dans l'accord ne sera fait. Ça veut dire que le Rwanda ne sera jamais poursuivi par rapport au pillage, par rapport au massacre, par rapport aux violences, aux violations des droits de l'homme dont nous avions été victimes. Voilà. Ça, c'est l'accord. Ça veut dire, cet aspect économique, c'est le Rwanda qui en sera bénéficiaire. On signe avec les États-Unis. Les Américains, ils ont dit, dans l'accord de principe, qu'ils viendront, n'est-ce pas, en partenariat à l'accord. Et une entreprise sera libre de s'engager partout là où ils iront. Je vais vous informer d'une chose que vous connaissez. Ce n'est pas les États-Unis. Les Américains. Avec le Rwanda, c'est le gouvernement congolais qui signe avec les États-Unis. Non, nous ne sommes pas là pour désinformer l'opinion. Ils ne vont pas signer pour s'installer ici. Non, ils vont signer pour s'installer ailleurs. Nous ne sommes pas là pour désinformer l'opinion. Allez-y. Il n'y aura pas d'accord entre le gouvernement congolais et le gouvernement américain.
Comment ça? L'accord qui a été ratifié, disons, oui, signé entre les deux ministres des Affaires étrangères, c'est le même accord qui sera signé entre les deux présidents. Les Américains viendront, n'est-ce pas, en partenariat pour accompagner. Mais c'est pas ce que dit le gouvernement. C'est pas ce que dit le gouvernement. C'est là qu'il y a la désinformation. C'est là qu'il y a la désinformation. Qui désinforme qui? Les gouvernements ou les communicateurs de l'Union sacrée. Ou les prix Nobel de la paix. Les communicateurs de l'Union sacrée disent que non. Auparavant, ils nous disaient que non, les Américains, nous allons donner les minéraux. Je vous parle d'une source officielle, le gouvernement. Je dis. Par l'entremise du ministre des Affaires étrangères. Au départ, ils nous disaient que nous allons donner les minéraux en échange de la sécurité. Est-ce que vous avez vu dans l'accord quelque part dit que non, un bataillon des Américains viendront sécuriser les Congolais? La sécurité passe notamment, par la formation, par la paix. Non. Mais cette paix-là n'est pas assurée, messieurs les journalistes. On ne peut pas construire la paix. Ça, il faut mettre ces principes-là dans votre tête. On ne peut pas construire la paix tout en ignorant la justice. J'avais lu un défenseur des droits humains. Mais le nom va venir. Qui disait que la justice vient consolider la paix dans le processus, disons dans les processus de recherche de la paix. On ne peut pas ignorer la justice pour consacrer l'impunité dans cette démarche-là de la construction de la paix. Or, dans le cadre de cet accord, on a largement alors ignoré la justice. Les victimes congolaises sont ignorées. Et ce qui choque encore plus, c'est quand je vois les opposants se contredire par rapport à cet accord. Et là, c'est grave. J'ai suivi Jean-Marc Abound. Il fustige l'accord. Il dit que l'accord a des imperfections, n'est pas bénéfique pour la RDC, mais au finish, il demande que cet accord-là soit appliqué strictement. Vous comprenez un peu la confusion qu'il y a dans la classe politique au Congo. Merci beaucoup, M. Maïs. Je rappelle que vous êtes proche de Denis Mukwege. On est en train justement de parler de la réaction du prix Nobel de la paix en rapport avec cet accord qui a été signé le 27 juin dernier aux États-Unis d'Amérique. Ça nous ramène à passer directement, rapidement, au deuxième partie de notre émission. Je prends la première question. Merci Marius. Ma question est celle de savoir, pensez-vous qu'on peut signer la paix avec un pays qui occupe notre territoire? Merci, c'est bien, c'est ce que j'étais en train de dire. D'abord, est-ce que le Rwanda reconnaît qu'il est sur notre territoire? Le Rwanda n'est pas en train de reconnaître qu'il est sur notre territoire. Et dans l'accord aussi ne reconnaît pas que le Rwanda est présent sur notre territoire. C'est déjà un problème, c'est déjà une source de conflit qui montre à suffisance que cet accord ne va pas nous amener à une paix. Signer l'accord avec le Rwanda qui n'accepte pas sa présence alors que les experts des Nations Unies ont attesté de la présence de RDF sur le territoire congolais, mais elles parlent des mesures de défense contre les menaces de leur territoire. Ça, c'est déjà un problème. Cette question-là, elle est intéressante, madame, parce que ça crée une confusion dans l'esprit des Congolais en ce qui concerne l'accord. Merci beaucoup. La deuxième question. Monsieur Marius, comment expliquez-vous que 65 ans après l'indépendance, la RDC continue de pleurer face à la République du Rwanda? Ah, merci beaucoup. Une belle question. Vous allez comprendre que nous sommes victimes du néocolonialisme aujourd'hui en Afrique. Le néocolonialisme, c'est ces gouvernances-là qu'on nous impose par les impérialistes qui sélectionnent dans les pays africains des leaders qui sont à leur merci, qui nous colonisent pour leur intérêt. Donc c'est nos frères, nos propres frères, qui sont en train de travailler pour l'intérêt de Blancs, et par conséquent, ils ne travaillent pas pour l'intérêt de notre pays. En conséquence, au regard de ce néocolonialisme-là, on n'a pas su construire une armée forte, solide et dissuasive, professionnelle, adaptée à la technologie de pointe 65 ans après. C'est regrettable. On prend la dernière question. Monsieur Marius, c'est Vanilla Dina. Il faut ajouter Moubalama. Monsieur Marius Moubalama, c'est Vanilla Dina. Ma question est celle de savoir s'il faudrait-il faire confiance à cet accord qui n'a pas été débattu au niveau du Parlement. Bien, merci. Je l'ai dit tantôt, que l'article 214 de la Constitution a été violé. L'article 56 de la Constitution, on n'a même pas fait mention de cet article. 56 dit quoi?
que tout accord qui va dans le sens d'amputer la RDC, une partie de ses ressources naturelles ou de sa richesse, est une infraction. Et l'article 57 renseigné en disant que non, cette infraction-là, c'est une infraction de haute trahison. Cette loi, cet accord, avant d'être signé, devrait d'abord passer par l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je me suis plaint du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Devrait être d'abord ratifié à l'Assemblée nationale, devrait être d'abord étudié à l'Assemblée nationale. On vote une loi à l'Assemblée nationale qui va encadrer l'applicabilité, n'est-ce pas? Ça n'a pas passé par l'Assemblée nationale. Parce que comme ça n'a pas passé par l'Assemblée nationale, ça veut dire que ça ne nous engage pas, nous, peuple. Demain ou après-demain, on peut dire que non, cette loi-là, cet accord-là, nous ne reconnaissons pas. Mais comment vous allez le faire? Ce n'est pas passé par l'Assemblée. Il peut y avoir une révolution démocratique et pacifique. Comment ça? Dire non à l'application de cet accord. Je vous ai dit ici qu'en 2021, le président Tshisekedi et le président Kagame avaient signé les mêmes accords à Goma. Mais ça n'a jamais été appliqué. Parce que le président Tshisekedi, il est patriote par moment, le président Tshisekedi. Il a compris que c'était un danger pour la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, aujourd'hui, le Rwanda a gagné un témoin de taille, qui est les États-Unis, qui risque d'imposer à la RDC de respecter les engagements. Mais également, la question reste posée, messieurs les journalistes. Parce que pour que cet accord-là soit, n'est-ce pas, mis en œuvre, il faut qu'à Doha encore, qu'on puisse trouver des compromis. Le gouvernement congolais continue à négocier avec les M23 au niveau de Doha. Au niveau de Doha. Or, dans votre fameux accord, on parle de désengagement des forces non étatiques. Pourquoi maintenant on continue à négocier avec les forces non étatiques à Doha? Merci beaucoup, M. Marius Moubalama. Vous prenez la place de l'arbitre, vous comportez ainsi, et puis vous donnez 3 cartons rouges aux personnalités politiques. La première personnalité, vous commencez par qui? Pardon? La première personnalité, vous commencez par qui pour les cartons rouges? C'est à moi de... Oui, donnez les cartons rouges. La première personne que vous pouvez donner carton rouge. À Madame Wagner, par exemple. Pourquoi? Madame Wagner, il est aujourd'hui applaudi par tous les Congolais. Oui. Sauf vous. Tous les Congolais l'applaudissent aujourd'hui. Sauf vous. Mais qu'elle ne soit pas étonnée que lorsque cet accord va produire des effets négatifs, les mêmes Congolais qui l'applaudissent aujourd'hui seront les premiers encore à jeter des pierres sur lui. Pourquoi carton rouge à Madame Wagner? Tous les processus, Luanda, Nairobi, Doha, aucun n'a produit de bons résultats. L'accord ici, je l'ai expliqué, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, c'est un danger pour la RDC. Mais laissons le temps au temps. Et vous allez voir le résultat. Voilà le pourquoi du carton rouge. Deuxième carton rouge, à qui? La première ministre. Madame Judith Soumino. Madame Judith Soumino. Pourquoi? Nous sommes jeunes ici, n'est-ce pas? Madame Soumino nous avait promis 6 millions d'emplois dans les 5 ans. Ça fait une année qu'il est au pouvoir. Est-ce qu'elle peut nous prouver aujourd'hui qu'il y a 1 200 000 emplois créés pour les jeunes? Malheureusement, c'est moi qui pose des questions. Malheureusement, non, moi je viens de parler. Malheureusement. Oui, c'est moi qui Est-ce que ces emplois-là sont créés aujourd'hui? La troisième personnalité à qui vous donnez les cartons rouges, c'est qui? Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Patrick, quel est le gouvernement? Patrick Mouyaya. Il a fait quoi lui également? Il a fait quoi? Si vous demandez à Patrick Mouyaya de géolocaliser les FDLR sur le territoire congolais, est-ce qu'il est capable de vous donner aujourd'hui une cartographie exacte? Mais c'est pas ça le travail du service de renseignement. Non, ça c'est le gouvernement. Il est porte-parole du gouvernement. Ça c'est le gouvernement. Il porte que la parole du gouvernement. L'accord a été signé entre le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais. Ça veut dire qu'il y a les services techniques qui doivent travailler. Et puis il va donner au gouvernement pour que le gouvernement s'exprime. Et le gouvernement va s'exprimer à travers Mouyaya. C'est logique, non? Je pensais qu'on allait applaudir pour boucler complètement cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle qu'on avait eu le plaisir de recevoir M. Marius Moubalama, qui est proche du docteur Mukwege, avec qui on a parlé de cet accord et la position du prix Nobel de la paix. Mesdames et messieurs, cette émission touche à sa fin. Merci, comme je l'ai dit, merci de nous avoir suivis. Si Jésus ne revient pas, on se voit
la semaine prochaine avec un autre invité et d'autres thématiques. Au revoir. Merci. 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 Merci les amis. Merci.